Ouais, c'est ça, c'est Donc qu'il peut ça avoir une c'est étiquette. Donc je dirais oui. intéressant pour augmenter ton niveau de vigilance à se dire que ton système nerveux central nécessite peut-être une exploration. Mhm. Absolument à couper avec le bilan neuro, parce que de toute façon, c'est ton bilan neuro qui te dira si ta moelle ou si tes nerfs vont bien ou pas. Mhm. Et de là, après, c'est toi et ton cerveau de clinicien à voir si tu es à l'aise avec le fait des myélopathies, qu'il y ait des myélopathies ou pas. Moi, je Mhm. sais que j'aime bien poser la question en formation, savoir les gens, quel niveau de confiance est-ce qu'ils ont dans le terme canal lombaire étroit. En général, ceux qui Mhm. ont de la bouteille, je dirais, ils sont très à l'aise parce que Mhm. ils en ont vu plein. Ceux qui Mhm. sortent d'études, un peu moins à l'aise, mais ça va. Par contre, Mhm. que je dis myélopathie, levez la main ceux qui sont à l'aise. Je suis quasi le seul à Oui. lever la main. Alors je leur dis, les Oui. gars, c'est exactement la même chose qui se passe, mais au niveau de la nuque. Mhm. Exactement la même chose. Et des patients avec des myélopathies, je pense que tu as dû voir Laurent, Miguel, moi en Oui, parler oui, énormément. On en a dire régulièrement. Je crois que je peux même presque dire régulièrement. oui. Et c'est Et des patients de tous les âges. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin que ce ouais. soit dégénératif, 80 balais avec Non, ça peut d'arthrose être partout. traumatique, Ouais, entorse ouais, cervicale. Ça peut bah être oui. disque incompétent, mais d'un côté un disque qui pousse, d'un autre côté t'as un ligament qui te dit merde. Mhm. Mhm. Bref, plein de possibilités. Et d'ailleurs, c'est pour ça que dans la vidéo, j'ai pris comme exemple des personnes qui n'étaient pas âgées. Ouais. William, pas âgé, la Mhm. patiente, pas âgée, l'autre ostéopathe, pas du tout âgé. Mhm. Et pourtant, les trois ont des myélopathies. Mhm. Donc voilà, par rapport au Ouais, cluster de Cook, pardon. Oui, je réfléchissais. Oui, par rapport au cluster de Cook, comme ça c'est fait. Parce yes. que je vois que c'était Anthony qui avait fait un truc, mais ça date de 2018 sur Kinefact. C'est peut-être plus à jour, quoi, ça. Qu'on ait Euh, parlé de. si, 2018, c'est moi Ah qui non, avais c'est fait le toi, truc. c'était toi, c'était Ouais, toi. Non, c'est parce que c'est Anthony qui l'a posté, donc ça a écrit Anthony, mais c'est mettre ça. Brian Littré, kinésithérapeute. C'est ça. Bah, j'ai mis les ratios de vrai. En gros, j'ai C'est ça, t'as mis les ratios. Et je voilà. pourrais À informer cette les gens époque, là-dessus. en fait, Oui. c'est marrant parce que c'est à cette époque aussi où j'étais pas sûr de ce que il fallait en tant que formateur ou ce que je voulais Mhm. transmettre aux apprenants. C'est que moi, je pensais que je transmets que ce qu'il y a de plus valide, de plus utile dans la littérature. Sauf que après cette première expérience où justement il y avait Laurent dans la formation et d'autres, il y avait Tiffen, etc. Tiffen, Miguel. Je me suis dit, ça fait chier parce que j'étais pas moi, quoi. Alors, il y a des gens, ils ont kiffé parce que, ouais, des données pointues, mais d'autres, ils étaient un peu perdus. Et en fait, j'ai plein de tips en tête et des choses que la manière dont je pratique, que j'ai du mal à appuyer avec la littérature, mais j'ai l'impression que ça a quand même une utilité. Bah, en fait, le bilan en euros en charge, ça commençait, hein. Et maintenant, je suis plus à l'aise avec donner plus de tips en disant que ce sont des tips. En disant Mhm. s'il y a de la littérature sur le sujet ou s'il y en a pas. Mhm. Et là, pour le coup, maintenant, je sais que je peux sans problème dire que l'ischémie transitoire, c'est quelque chose. Et maintenant, vous pouvez être confiant sur le fait de vous dire que c'est cette chose lorsque vous faites ça comme ça. Et d'ailleurs, ça nous amène à une autre. Donc ça, c'était pour ce qui concernait la myélopathie cervicale, que je Ouais. pense tu as bien traité ça. Il y avait une question moi, qui m'avait taraudé. C'est que tu parlais de neuropathie et tu disais oui, mais c'est réversible ou c'est pas réversible. Et dans ma tête, toujours pareil, hein, pour dire j'ai pas honte de ça. Dans ma tête, je disais mais neuropathie, c'est pas réversible. Et donc je sais qu'il y en a d'autres qui disent oui, mais c'est n'importe quoi, c'est pas réversible. Alors qu'en fait, si on regarde de l'IASP, donc la Société internationale de l'étude de la douleur, c'est la définition de neuropathie, c'est bien un dérangement de la fonction ou une pathologie ou un changement pathologique du nerf. Donc, c'est-à-dire une altération de la fonction du nerf peut être appelée neuropathie. Et donc, effectivement, ça ne devrait pas être choquant, même si moi, au début, ça m'a questionné. Je disais, mais voilà, est-ce que c'est vraiment une neuropathie si c'est réversible? Je me serais dit, pour moi, neuropathie, c'est de la pathologie. Donc, voilà. Et non. Donc, si tu arrives à améliorer la situation et donc tu améliores la fonction, bah, ça peut être la fonction d'une neuropathie. Bah, surtout que cette C'est pas fonction, choquant, ça. elle est Mm. mesurable. Elle est même Mm. mesurable à l'EMG. Donc, si l'EMG il te dit oui, ça fonctionne bien, non, ça fonctionne pas bien, selon certaines positions, tu vas pas te dire que non, il n'y a pas de problème de nerf. Mm. Ou alors même, je reprends encore plus tôt dans la vidéo, l'étude qui a été faite, Takamori et collaborateurs, lorsqu'ils ont tiré sur le nerf, on voyait bien l'EMG qui avait un problème. Ils se sont pas dit qu'il n'y avait pas de problème de nerf, vu qu'ils ont bien retiré le disque qui comprimait le nerf. Donc, Ouais. se dire qu'une neuropathie n'est pas réversible,
Je comprends pas. Hmm. Mais après, Ouais. les gens le défendent comme ils veulent, hein. Oui, En c'est vrai, ça. est-ce que c'est important parce que c'est que de la sémantique, en vrai? Non! Mais c'est pour ça que, mais c'est marrant parce que c'est pour ça que dans la vidéo, j'ai titillé un certain kiné qui dit que, Oui. alors, mais là, il a dit un truc différent. Il dit que pour lui, c'est bullshit de faire un bilan dans différentes positions. Ok. Ah, c'est ça, j'avais pas compris ça. Ouais. C'était ça l'idée. Oui, Bah, ok. la littérature ne te dit pas ça. Donc, c'est dommage. Mais c'est pas grave, il a essayé. Bel essai. Oui. C'est Oui. dommage. Alors, ça dit justement, on va y revenir parce que pour l'instant, on a parlé de l'IRM, de Ouais. faire de l'IRM dynamique et machin, et j'aimerais bien qu'on arrive après à justement, à l'examen Mhm. neuro, parce que si l'IRM, effectivement, on se dit, bah oui, c'est bien de faire l'intérêt de faire de l'IRM dynamique, pour moi, ça confirme l'intérêt de faire un test clinique dynamique. Mais avant d'aller là-dessus, euh, il y a plusieurs choses, parce qu'à un moment, tu parles d'un truc que moi, je ne connaissais pas. C'est l'imagerie par tenseur de diffusion. Alors, dans la vidéo, tu expliques de manière ça très technique et tout ça, donc ceux qui veulent aller peut-être dans la vidéo, mais ce sera intéressant de nous dire qu'est-ce que ça nous apporte, en quoi c'est intéressant. Euh, si je devais dire, moi, les souvenirs que j'en ai, peut-être ça va te lancer. Vas-y. Ça nous montre le mouvement Des molécules euh, d'eau des molécules d'eau. Voilà. Et dans la donc, moelle. et donc, ah oui. Et donc ça suivrait le trajet des nerfs vu que c'est longitudinal par rapport aux nerfs. Exactement. Mais et qu'est-ce qu'on est-ce que ça s'utilise que dans recherche? Est-ce que dans quel contexte un patient va se retrouver, tiens, monsieur, madame, on va vous faire une imagerie par tension de diffusion. Est-ce que tu peux nous aider qu'on soit moins bête en Alors discutant? ça, je pourrais pas te dire dans quelles conditions un neurochir ou un radiologue décide de le faire, mais je sais que ça se fait. Parce que en fait, c'est juste un IRM, mais tu vas jouer sur un paramètre particulier. C'est comme si je te disais, tu Mhm. utilises ton téléphone et tu le mets en mode ralenti. T'as pas besoin d'une Mhm. nouvelle caméra, tu l'utilises en mode ralenti. Là, Ok. c'est exactement la même chose. C'est juste décider d'utiliser l'appareil avec ce mode-là, sachant que donc que c'est pas forcément avec injection de produit de contraste. Mhm. Juste pour être clair, c'est Oui. j'utilise mon appareil en mode ralenti. Bah là, j'utilise mon appareil IRM avec ce mode-là. Ok. Et justement, c'est pour ça que j'ai mis en évidence une étude qui vient d'une conférence où ils se rendent compte que un patient a des problèmes, et bien sûr, tu as toujours des noms asiatiques qui ressortent, hein. Un patient a un problème au niveau lombaire, on se rend compte qu'il se fait opérer, mais ça va pas mieux. Et quand on fait imager par tenseur de diffusion, on se rend compte où était le problème. Et ben, c'était pas à l'endroit qu'on pensait. Le patient se fait opérer de cet endroit-là, plus de problème. Ok. En gros, on Donc. a libéré le fait que le nerf soit comprimé ou pas. Et ça a même été mis en avant dans plusieurs conférences de radiologues Mhm. où, bah, effectivement, utiliser l'imagerie par tenseur de diffusion, donc rappelez-vous que c'est le même IRM, mais avec un paramètre différent, Mhm. permet d'optimiser les résultats, d'améliorer la condition du patient post-opération lorsqu'il y a, d'être plus précis d'un point de vue de diagnostic. Hmm. Donc l'idée, ce serait d'identifier mieux où se trouve le conflit, d'où se trouve Où le se problème. trouve le conflit s'il y a un problème de C'est nerf, ouais. c'est vraiment donc c'est plutôt pour la localisation quoi. C'est vraiment Oui, et donc s'il y avait une chire, autant la faire à l'endroit où ça pose problème. exactement. Effectivement. Bah là, c'était les études que j'avais pu mettre en évidence. Si je les Ok. reprends, le titre, par exemple, le titre c'était, je me rappelle, en conférence, j'ai vu la conférence, Tractography-based surgical strategy pour un cavernome Mhm. of the conus medullaris, un cas clinique. En gros, un cas clinique où effectivement ils ont utilisé un IRM dynamique et ils se sont rendus compte que c'était à tel niveau comme ça. Et en fait, ça les a énormément guidés pour leur voie d'abord chirurgicale pour faire moins de dégâts parce que c'était au niveau thoracique. Ok. Intéressant. Très bien, très bien. Et tu parlais à un moment de Mule. Nul, ouais. Euh, oui, Mule. Ah, Nul. justement, c'est ça. Voilà. Ah, c'est bien. Je vois que on t'a dit. Parce que je voulais te le dire. En fait, il est allemand. C'est Branité pas Mule. suisse-allemand, bien sûr que oui. Ça, oui, c'est bien. C'est Mule. Oui. Mule qui est dans le nord de l'Allemagne, qui est un radiologue, en fait. Oui, Euh, tu le cites, mais je ne sais. Est-ce que tu peux nous dire. Est-ce que c'est quoi ces travaux? Pourquoi tu le cites plusieurs fois? ouais, je le cite plusieurs Mule. fois pour son utilisation de l'IRM dans certaines positions et il a réussi à en Hmm. sortir une classification de niveau de sténose médulaire. Ah, ça y est.
C'est ça. Et C'est la en fait, classification de Moule. tout simplement, hein, lui aussi, sûrement qu'il bosse et qu'il observe que un patient IRM dans cette position, un patient IRM allongé, un patient IRM dans l'autre position, oh, peut-être les gars qu'on trouve des choses différentes. Hein. Effectivement, je crois que c'était 98 ses premiers travaux, donc ça Mhm. date. Hein. Mhm. On se rendait compte que selon certaines positions, il y avait des niveaux de sténose plus ou moins importants dans la moelle. Ce qui vient, et là, c'est même sans utiliser la tractographie. Donc, à Mhm. chaque fois, je mettais, on va dire, une couche supplémentaire de preuves vers les gars, même à l'imagerie, on observe que les nerfs peuvent être embêtés sur leur trajet selon les positions. Et vous avez jamais réfléchi à faire un bilan selon certaines positions, mais déjà, vous avez jamais réfléchi à faire vraiment un vrai bilan. Mhm. Bien sûr que je suis provocateur quand je dis ça, Ouais, mais parce qu'en fait, je suis fatigué. Je suis fatigué. assume-le. Ben oui, c'est très bien. Ah, mais je suis fatigué parce que moi, C'est on m'a jamais justifié. appris ça. Je suis fatigué Non. parce que des patients avec des problèmes de nerfs, j'en vois régulièrement. Je suis fatigué parce qu'on dit que ah, les problèmes de nerfs, c'est surcoté. Ça aide des gens. Comment ça peut être Mais surcoté oui, alors oui, que vous qui aviez le pouvoir pendant des années, vous en parliez pas ou succinctement, vous saviez oui, pas le faire. oui. Bon, bah, je vais tout faire pour vous embêter parce que je suis un petit C'est râle. ça. Jusqu'à ce que ce soit juste côté. C'est ça. Que je sois juste bien coté comme Voilà, Zidane. qu'on les voit. Côté. Voilà. Parce il y a aussi, je pense que de ces... J'ai bon espoir. Donc là, tout de suite, on voit beaucoup, justement, sur les rosés de gens qui, suite à votre formation, on dit, putain, c'est quand même fou, j'en vois quand même beaucoup. Et donc, moi aussi, il y en a qui est à Poitiers, Mm. l'autre, il est à Lille, l'autre, il est à Marseille. Donc, tu dis quand même, ouais, c'est quand même... donc, c'est aussi peut-être que une explication, c'est que vu que ce sont des problèmes dont aucun professionnel de santé De s'occupe. oui, voilà, donc ils s'occupent, ils ne s'intéressent même pas pour essayer de les... Donc, par nature, ils se sont probablement accumulés dans la nature. C'est-à-dire, il y en a probablement beaucoup actuellement en errance thérapeutique parce que personne ne s'en occupe. Probablement que si... donc, c'est la différence entre la prévalence et l'incidence. C'est-à-dire, probablement si cette population ont commencé à s'en occuper, il y a de fortes chances qu'à l'avenir, eh bien, on en voit moins. Ça se stabilise, hein, parce qu'il y aura toujours un nombre. Hein. Mais Ouais. peut-être que là, on en voit beaucoup aussi parce que ça fait des années que ces gens-là... Ben, il y a les anciens qui ont toujours ça parce qu'on s'en est pas occupé, Mm. et les nouveaux qui sont dans l'incidence, qui sont arrivés avec qui ont déclaré ça, et donc ça fait que de l'accumulation, quoi. Et Mm. peut-être que maintenant, petit à petit, avec certains, et ça va nous amener après justement au traitement, mais avant ça, parce que tu as dit Ouais. maintenant, examen neuro pour toi, bah, c'est presque systématiquement dynamique. Mais d'abord, Oui. comment est-ce que tu peux nous décrire quel est ton guide de pratique mentale, c'est-à-dire dans ta tête, quel est le raisonnement qui te dit, tiens, je vais faire ça, donc là pour lui, chez lui, j'ai pas besoin, est-ce que parfois tu dis chez lui, j'ai pas besoin de faire de trucs dynamiques, parce que voilà, ou de toute façon, j'ai envie de le faire, ou est-ce que tu peux me dire un peu, nous décrire ta carte mentale de comment tu organises ton raisonnement clinique dans ces cas-là, Alors, ma sur le carte diagnostic. mentale, elle s'est construite parce que je me suis pris des claques. Je me suis pris des claques dans le sens où parfois je faisais pas le bilan neuro en me pensant trop fort. Et bingo, j'ai perdu 3 4 séances parce que j'ai pas fait le bilan neuro. Donc Mhm, maintenant, ma carte mentale, elle est simple. J'essaye juste de me forcer à mettre de la rigueur. Et comme je dis aux gens que je forme, je vous conseille tous de vous éteignez votre cerveau, vous faites votre bilan, vous le rallumez après et mhm, vous voyez ce que vous observez vraiment. Donc maintenant, je m'oblige à le faire de manière beaucoup plus systématique chez mes patients. Oui, je vais pas le faire si quelqu'un vient avec une déchirure aux ischios, une déchirure aux abdos. Ok. mhm, Quelqu'un qui vient juste avec un motif de douleur, je préfère perdre 10 minutes à le faire. mhm. Et donc tu le fais systématiquement dans plusieurs positions. Donc si c'est les membres Plutôt sup, tu vas faire systématique. différents. Alors, je vais te dire Mhm, systématiquement 100% du temps, non, je serai un mhm, menteur. Parce que je mhm, dois me forcer à le faire. Très régulièrement, oui, 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 très régulièrement. Et mhm, je me force à essayer de ne pas faire de raccourcis. mhm. Parce que les rares fois, enfin les rares fois, les quelques fois où j'ai voulu faire des raccourcis, je me suis rendu compte que j'aurais pas dû faire de raccourcis, j'aurais juste dû, en fait, juste prendre le temps du bilan pour bien comprendre qui j'ai en face de moi, comment fonctionne plutôt son corps, mais prendre le temps, juste prendre le temps du Mhm. bilan, quitte à ce que le bilan il soit en 2 séances. Donc oui, c'est peut-être plus simple pour les physio, kinés que les ostéos. Ah, je ne suis pas ostéo.
Tant- J'allais dire tant mieux pour toi, mais ça n'a rien à Non. voir. On peut dire tout, n'importe quoi. Ça, alors que moi, j'en suis un, je suis content de l'être. Mais Ouais, et au final, euh, il y a plein d'ostéos qui disent ah putain, ça m'a vraiment facilité la vie parce que maintenant le bilan neuro, je me rends compte que c'est rapide à faire et je le fais systématiquement, j'éteins mon cerveau et au final, ils sont contents de se dire bah quand il y a rien au niveau neuro, il y a rien, c'est bon, c'est genre oui, on c'est est une info content et c'est ok. intéressante. Oui, Le bilan oui. neuro, à la base, on s'en sert pour exclure des problèmes de nerfs. Mais Oui. maintenant, si tu as un problème de nerfs où tu peux peut-être caser ton patient dans un sous-groupe particulier pour l'aider au mieux, bah, c'est cool Mm. aussi. Et si tu observes au final un problème de nerf grave qui permet de rediriger, bah, c'est cool. Le patient, il va avoir une redirection dans son parcours de soins qui va pouvoir peut-être l'aider. Mhm. Donc, Sachant que ce qui est intéressant dans votre manière, Laurent, Miguel, Anaïs, toi, d'envisager ce bilan neuro, c'est pas, en plus, vous le faites pas juste pour tester le nerf et puis tais-toi le patient. C'est justement, moi, je trouve ça hyper intéressant, vu que c'est une info que vous essayez d'obtenir la plus fiable possible. Et ben après, vous pouvez vous en servir. Bah, ça peut être du rassurement pour le patient. oui, C'est bah, tu es soulagé, donc c'est pas ça du tout. Ben non, regardez, en plus ça fonctionne super bien. Par ouais, contre, c'est du coup, on ça. va continuer à chercher parce qu'il y a bonne, bonne raison pour laquelle vous avez ce Bah, problème-là. des patients qui peuvent avoir des radiculalgies avec radiculopathie ou pas, et qui se disent qu'ils vont terminer paralysés, ou parce que ils ont vu quelqu'un dans leur famille qui a terminé comme ça, Mm. ou parce qu'on leur a Une dit, préoccupation. Ouais, bah on peut les rassurer en disant bah non, là ouais. ton nerf il fonctionne très très bien, t'as de la douleur mais t'as toute ta force hein, et tu sens bien. Mm, Hein. mm. Bah là on est sur une situation qui est rassurante. Et on peut lui expliquer le pourquoi et lui faire vivre dans son corps. Donc oui, c'est pas en faire pour à chaque fois vouloir trouver des choses graves chez les patients. J'adorerais ne pas Oui. avoir de patients complexes au cabinet, hein. Tous leur trouver Oui. des tendinopathies. Hein. J'adorerais. Mais oui, et c'est vrai que moi, si je me place du côté du patient, parfois, il faut pas oublier, voilà, et on a toujours l'occasion parfois d'être patient pour du vrai. C'est que je vais voir un médecin. C'est pas du tout pour critiquer la médecine, le médecin, qu'on n'est pas du tout là-dedans. Hein, mais c'est pour dire que en général, quand je vais voir un médecin, il va faire un test et au moment où il fait le test, il s'en fout de moi. C'est-à-dire, c'est mon bras, c'est ma jambe qui l'inquiète ou c'est mon dos parce que je vais faire un truc. Et c'est ça que je trouve dans cette manière qui est neuve, quoi, d'aborder même des tests assez neuro pour dire est-ce que c'est la fibre, machin et tout ça, c'est que on peut le faire dans un contexte centré sur le patient. C'est-à-dire, on discute avec lui. Pourquoi on le fait? Bah écoutez, là, regardez, à droite, à gauche, vous sentez pas. Et c'est pas juste, tiens, il y a un déficit, on est à cotation 3 et puis on s'en fout. C'est de se dire, bah tiens, là, et on réfléchit ensemble à voix haute avec le patient. Et je trouve ça, du coup, le patient, il est acteur, il est même acteur du diagnostic. Et ça, il est pas objet. Et moi, je trouve qu'en tant que patient, pour l'avoir vécu, c'est vachement agréable, quoi, de pas juste, bah, maintenant, tu t'es un objet, regarde si tout fonctionne chez toi. Mais c'est Donc bien ça, que tu j'aime dis bien. ça parce que c'est vrai que je le mets pas forcément en avant, mais au final, notre formation neuro, c'est pas que juste faire un bilan neuro, loin de là, de la version communication et c'est quoi un patient, aider un patient. Je pense que tu l'as pu observer, parce qu'en plus tu formes également sur ce domaine, qu'on l'intègre et qu'on essaye de l'appliquer au mieux et dans le bilan et dans le traitement. Oui, et je trouve que c'est bien incarné, donc ça c'est bien, enfin vous le faites bien. Brian, il y a une question que j'avais notée, moi, pour une patiente, un cas clinique, Ouais, de comment expliquer une patiente qui aurait eu un whiplash, donc elle est en post-whiplash injury, ouais. et qu'elle a une aggravation de ses signes en flexion et en extension. Est-ce que c'est une vraie patiente? Est-ce que ça te dit quelque chose, ce cas? Alors j'en ai eu plein et j'en ai eu encore il y a quelques semaines. Ah, et alors voilà, Tu me parles parce de que celle dans je ne le. sais- Alors parce que j'en ai plein. Donc est-ce que tu me parles alors, d'une en ce moment ou est-ce que tu me parles de ouais, une dans la ah ben, vidéo? eh ben, je ne sais pas s'il y en a une dans la vidéo, c'est Si possible. si, il y en a Est-ce une que dans la pas. vidéo. Ok, parce que dans le côté. Je me remets du côté naïf, Ouais. layman en anglais, comment on dit, oh, je sais plus, profane, c'est-à-dire, oui mais monsieur, monsieur Bogos, c'est-à-dire, l'idée c'est de se dire, ok, tu me dis du on-off, donc Ouais. forcément, si ça aggrave dans un truc, eh ben, je vais faire le débile, mais c'est que ça veut dire que ça se calme dans le truc opposé. Et en fait, non. Il y a des Pas cas où forcément. ça peut s'aggraver et en flexion et en extension. Est-ce que tu peux nous dire bah, si ça arrive? Et si ça arrive, comment tu l'expliques? En général, j'essaie de pas l'expliquer au patient, j'essaie de lui faire ressentir dans son corps Mhm. que ou sur sa force ou sur sa sensibilité. Et il y a des, je dirais une norme, souvent le visage, en gros, les paires crâniennes ne sont pas touchées,
atteintes hautes. Enfin, il y a très peu d'atteintes hautes, parce que quelqu'un qui a une atteinte C2, C3, au final, il termine. Il est pas là. Voilà. Donc, prendre ça comme référentiel ou même leur faire vivre l'expérience de j'arrive à soulever tant de kilos, je mets ma tête dans une position, j'arrive pas. Moi, je leur dis, bah, qu'est-ce que tu as l'impression de comprendre? Déjà, je veux voir si eux, ils ont un modèle de représentation pour pouvoir me caler sur leur modèle. Et imaginons s'ils n'ont pas de modèle, ils ont du mal à sortir des mots ou quoi, je leur explique que bah, votre nerf, il fonctionne, sauf qu'il y a des positions où il n'est pas content. Point. Et en plus, parfois, je leur dis exprès, je pourrais très bien aller dans les détails, hein, mais je vais vous perdre. Mais c'est Alors, juste moi, comprendre qu'il y a des positions où votre nerf, il est content, et on va faire en sorte de le rendre le plus content possible, d'autres positions qui seront à travailler plus tard. Allez hop, un petit coup de... Oui. Alors ça, je vois par rapport à la relation avec le patient, mais toi, en termes de mécanisme, quand tu es face à un patient qui dit, attends, il s'aggrave en flexion et il s'aggrave en extension, qu'est-ce que tu en retires comme enseignement? Comment tu dis, qu'est-ce qui peut se passer pour expliquer ça? Alors, Et question subsidiaire, qu'est-ce que tu fais? il pourrait se passer, est-ce que, déjà, voir dans son historique, est-ce qu'il y a eu un trauma ou pas? Parce qu'il pourrait y avoir une vraie instabilité cervicale ou lombaire. Si on prend, ici, on dit des cervicales. 2, il pourrait y avoir un double conflit. 3, il pourrait y avoir une incompétence hydrostatique du disque. Ok, connais pas. Bah, un disque qui fait comme il veut, peu importe la position. En gros, des conflits, peu importe les positions. Ça, ce sont mes hypothèses. Hein. Bah, à partir de ce moment-là, je vais surtout évaluer comment est-ce que ça évolue au fur et à mesure du temps. Que fait la personne dans son quotidien? Est-ce que je suis sur une myélopathie et pas d'autres choses en plus? Est-ce qu'il n'y a pas plusieurs étages qui sont en train de partir en vrille? Et après, le truc, c'est que le traitement, il va énormément dépendre de ce que la personne arrive à mettre en place, comment est-ce que ça évolue. Et souvent, même, j'ai des patients qui eux-mêmes arrivent à me donner des solutions quand on discute. Ok, vous avez compris ça. Bah maintenant, racontez-moi dans votre quotidien par rapport à ça. Et je suis bien vague et flou, comme dit Théo Chomey exprès. Parce que ça les fait cogiter et ils se rendent compte que ah, mais oui, c'est vrai que quand vous me dites ça, quand je suis souvent sur le téléphone comme ça fourmille dans mes deux bras. Ah! Ça, c'est le A de Denis Brognard ou de Laurent Fabre. Ah! Oui, c'est ça. Et en fait, c'est un traitement qui sera construit sur ce qu'on arrive à faire avec le patient, quoi. Donc, je sais que ça peut faire flou pour ceux qui comprennent pas, mais je sais que les gens formés, là, ils comprennent à 100% ce qui a été dit. Désolé les gens, je veux pas forcément faire la promotion de ma formation, c'est pas le but. Il faut quand même la faire, parce que ça peut être utile. Mais en fait, sérieusement, ça va dépendre de tellement de choses, parce que sur toutes les myélopathies que j'ai pu avoir, le traitement a souvent été différent. Et surtout que parfois, c'est pas forcément le problème de bilan neuro qui change selon les positions. Là, par exemple, aujourd'hui, eh bien, ça tombe bien, je l'ai vu vraiment aujourd'hui. Une dame qui a eu un accident il y a 10 ans. Et depuis 10 ans, sa condition au niveau de ses douleurs cervicales et ses céphalées s'aggrave, surtout depuis 4 ans, plutôt constant, et elle en peut plus. C'est un accident whiplash, enfin un accident de voiture? Alors, accident, je sais pas, c'était chute sur la nuque et elle saurait pas me dire parce qu'il y a eu perte de connaissance. Et donc là, sa nuque, ça va de mieux en mieux, parce qu'on a compris comment fonctionnait son système nerveux, elle a compris comment est-ce qu'on pouvait hériter du nerf, comment est-ce qu'on pouvait l'améliorer, cool. Sauf que déjà, dans les premières séances, elle me parlait de problèmes à se concentrer, de troubles psychiatriques qui sont apparus depuis l'accident. Je me suis dit, au cas où, on va tester sur SCAT-6, donc un questionnaire pour les commotions cérébrales, et également d'autres tests cognitifs. Bingo, en fait, là, on se rend compte que depuis 2 semaines qu'on a commencé le traitement, 3 semaines on a commencé le traitement, depuis 2 semaines, ses symptômes nuque, céphalée diminuent énormément. C'est cool, ça lui donne de l'espoir, etc. Par contre, d'un point de vue cognitif et sensibilité du système nerveux, elle supporte pas la lumière, elle supporte pas le bruit, elle supporte pas les gens, elle a du mal à se concentrer. La mémoire, ça va très bien, mais la double tâche, c'est une catastrophe. Bah là, dans son traitement, c'est cool, on va traiter sa nuque, mais par contre, traiter la personne,
de faire ce questionnaire. Elle était un peu déçue de pas réussir, mais elle était contente de voir que, ok, je comprends que le problème c'est pas dans ma tête et pourtant j'ai vu des psys et pourtant je suis sous médication, mais il y a vraiment quelque chose qui se passe dans mon corps. Deux, putain, c'est la première fois qu'on m'évalue comme ça. Et moi, ne serait-ce que de là, je lui ai dit, bah, on va essayer de commencer à travailler ensemble sur certains aspects. Je lui ai bien dit, je ne suis pas psychologue, mais par contre, il y a certaines choses que je vais peut-être vous demander de faire à la maison, de tester, ne serait-ce que bah, le téléphone ou sur les écrans, si vous y êtes longtemps, alors que vous vous rendez compte que ça joue sur vos émotions plus dans le négatif, ça vous donne un mal de crâne. Là, quand je vous ai fait faire de la double tâche, vous avez eu mal à la tête. Est-ce que vous ne pensez pas que ce serait intéressant de réexposer votre corps, mais d'abord vous remettre au plus bas niveau? Bref, au final, ça rentre dans le traitement, ça. Donc, tu vois, ces éléments parfois prennent aussi le dessus sur juste le problème de nerf. Parce que oui, elle avait au final une ischémie transitoire de nerf également. C'est ça, c'est ça qui est intéressant, c'est de toujours, quoi qu'on fasse, ben ça s'inscrit dans une démarche plus globale de accompagnement d'un patient, quoi. Ouais. Et c'est vrai que ce truc, tu dis, avec il se trouve que pas plus tard que hier, avec Tristan de Lyon, avec qui j'avais enregistré un podcast sur les traumatic brain injury, on prépare une conférence pour un atelier commun et on va présenter ce questionnaire, Le le scatis. SCOT. Oui, c'est ça. Le SCAT-6, qui est justement outil d'évaluation des commotions cérébrales en cabinet. C'est la 6e édition pour les adultes et les adolescents. Et on le présente, et notamment on en parlait avec Tristan, parce qu'il y a un des avantages, et c'est comme ça qu'on va le présenter, comme on parlait tout à l'heure de votre diag, c'est-à-dire, bah, chez certaines personnes, ça peut tout simplement leur confirmer qu'ils sont pas fous, quoi. Mm. C'est exactement ce que tu as décrit là. C'est aussi un usage de ces tests ou de ces questionnaires. C'est comme tout, voilà, je reviens au truc que je disais tout à l'heure, les outils, quoi. Ça dépend des outils, tu t'en sers bien ou pas bien. Euh, et ça nous amène à une question aussi que moi je m'étais posée en écoutant ta vidéo. Je me dis, ok, on parle d'une myélopathie, ou canal lombaire étroit, ou myélopathie cervicale. Mhm. Et, est-ce que c'est. Est-ce qu'on peut prendre en charge quelqu'un? Moi, je partais du principe, myélopathie cervicale, ben, chirurgie, opération, ce que beaucoup de chirurgiens pensent ou médecins pensent. Toi, aujourd'hui, tu vois ça chez quelqu'un de jeune. Ton pronostic, quel discours tu vas tenir pour cette personne? Qu'est-ce que tu espères obtenir? Est-ce que tu as la prétention de dire je vais la soigner de telle manière qu'elle aura plus sa myélopathie? Est-ce que c'est Ou est-ce que tu vas dire je vais l'aider à gérer sa myélopathie tout au long de sa vie? Est-ce que on va le faire maintenant mais un jour on va l'opérer? Est-ce que tu peux nous dire sur le long terme? Parce que là tu dis ok, on est sur du on-off, on est à l'instant T. Oui. Mais la personne a une myélopathie. Donc on va dire quand elle met la tête en arrière, eh ben ça comprime parce que son cou est foutu comme ça parce qu'il a subi ça. Ok, elle est contente parce qu'elle a vu maintenant quand elle va chez toi que quand on fait, si elle peut faire ça, machin. Mais comment on envisage, comment elle peut envisager son avenir, comment tu l'aides à gérer ça, qu'est-ce que tu espères obtenir au mieux, voilà. Comment tu t'orientes après? Je ne sais pas. Et je sais pas parce que ça va vraiment dépendre de l'évolution. Un bilan neuro Oui. qui ferait que de se dégrader, même lentement. Hmm. Ah. Et j'ai bien dit bilan neuro, j'ai même pas dit douleur, hein. Oui, oui. Je Bilan m'a- neuro, oui, qui se dégrade alors que la patiente met tout en place C'est ça, pour que ouais. ça s'améliore. En mettant le meilleur traitement possible pendant C'est plusieurs ça. mois, Mhm. je me dirais que l'opération serait peut-être nécessaire. Mais pareil pour un canal Mhm. lombaire étroit ou une radiculopathie, ça fait partie des recommandations. Si c'est sur une instabilité vraie, ma croyance, parce que c'est une croyance, irait vers peut-être stabiliser. Le problème, c'est que quand tu vas stabiliser, 20 ans après, tu te rends compte que tu augmentes le niveau de sténose. Donc, c'est compliqué à prendre cette décision, à réfléchir. Je Mhm. dis juste au patient, en fait, c'est pas même pas je lui dis, c'est j'essaie de lui donner les outils pour qu'il comprenne quand est-ce que c'est cool, il peut gérer, il essaie de gérer au max. Quand est-ce que, bon, si t'arrives pas à gérer, déjà viens me voir, on va voir un professionnel de santé, et l'opération n'est pas un échec. Parfois, c'est la situation qui nécessite une opération, enfin, c'est la solution adaptée à ton problème. Si je devais prendre un cas, par exemple, tu vas voir que il m'a marqué, donc je suis content de t'en parler. Un patient avec une radiculopathie cervicale qui est arrivé de manière sévère. D'un coup, monsieur, et ça termine en OV,
il y en a ici. Mhm. Donc les symptômes sont sévères, ça semble suivre le nerf radial, mais c'est une atteinte radiculaire, donc en fait ça semble suivre une certaine racine. Effectivement, C7 dans les chaussettes, il commence à avoir une atrophie du triceps, perte de force dans le poignet, en dynamique, pire en extension. On observe une ischémie transitoire. Alors, le fait qu'il y ait une ischémie transitoire, c'est plutôt favorable. On peut en discuter après, mais on a justement l'étude sur les chirurgiens qui a été faite, enfin, l'étude faite et menée par les chirurgiens. Mais la perte de fonction est massive, vraiment massive, brutale, même s'il y a une légère ischémie transitoire. Lui, c'était concrètement le patient très bon candidat pour une opération, surtout qu'il avait perdu donc, énormément de force, et Sting, le 2, espère même pas, et de la sensibilité dans le doigt. De manière non réversible, la sensibilité dans le doigt. Plutôt chiant. Donc on a discuté, et j'ai dit, bah, je pense que ça peut être intéressant les opérations, parce que il faut pas laisser traîner trop cette situation. Il était d'accord, mais il n'avait pas envie de se faire opérer. Je dis, bah, là, ce qui peut être intéressant, ce qui peut peut-être diminuer le fait que le nerf soit pas content, une infiltration, ça peut un peu sécher. Pourquoi pas? Let's go, il y va. Ça s'améliore au niveau de la douleur, au niveau de la fonction, plutôt la même chose. Et donc là, il consulte plusieurs chirurgiens à Genève, à Lausanne. Et en attendant de prendre la décision, parce qu'il n'était pas encore très chaud, ce que je comprends, il voulait qu'on discute ensemble de la littérature. Est-ce que on fait plus une disectomie et on stabilise avec arthrodèse? Est-ce qu'on fait plus une prothèse discale? Donc autant dire que grâce à lui, j'ai bien replongé le nez pour me dire que bah voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Oui, c'est ça. C'est pas à moi de décider, c'est au chirurgien, parce que chacune des opérations a des bienfaits, des inconvénients. Et des risques, oui, c'est ça. Et pour avoir discuté avec un chirurgien, il dit que également les données de la littérature, il faut aussi les prendre avec mesure, parce que lorsque c'est cette équipe qui promeut cette technique, alors qu'en fait, lui, il les récupère derrière, voilà. Bah, ce patient, il a quand même voulu persévérer. Bah, aujourd'hui, il a plus rien. Et il a repris même la force totale dans le triceps. Il a juste un petit peu de fatigabilité. Plus de douleur. En 3 mois. Au bout de combien? En 3 mois seulement? Ouais. Et persévérer, c'est-à-dire qu'il a persévéré dans à les faire efforts ses exercices. à faire les exercices. Il voyait un coup moins mon collègue quand j'étais parti au Canada. Il voyait mes collègues. Et bah maintenant, il est super heureux et il est content. Ah oui. Et lui, c'est vraiment le cas où je m'étais dit, putain, c'était pile le bon candidat. Et au final, je me rends compte que Oui, t'aurais pas parié j'aurais sur, jamais sur le parié fait sur qu'il lui. récupère. Vraiment, 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 j'aurais pas parié. La seule position qui le soulageait, c'était ça. C'est pas une blague. Hein. Et du coup, je lui dis, bah, vu que c'est la position qui soulage ton nerf, un maximum de fois. Un maximum de fois dans la journée. Mais du coup, il le faisait. Oui. Du coup, je sais pas. Est-ce que il a pu éviter l'opération? Peut-être. Hein, parce qu'il a mis vraiment toutes les chances de son côté. Il a pas travaillé. Il a fait en sorte que son nerf respire. Il a activé, bref, il a mis tous les traitements qu'on a mis en place parce qu'il correspondait au bon sous-groupe, blablabla. Je vais pas rentrer dans les détails. Ou est-ce que c'est de la chance? Ou est-ce que je ne sais pas. Oui, on mais sait lui, pas. Non. il a déjoué toutes les stats, ce qui fait que pour tous les patients, maintenant, je te dirais, je sais pas. Tu sais pas. Mais les sténoses ont tendance, d'après la littérature, à continuer d'évoluer lorsque c'est en sténose. Ok. C'est ça. Ça évolue anatomiquement, mais c'est pas pour autant que la fonction va être parallèle à l'anatomie. Bah, c'est comme les sténoses foraminales chez les personnes âgées, il y en a. Elles n'ont pas toutes des paires de fonctions, mais aussi comment est-ce qu'elles marchent les personnes âgées en position d'ouverture de foramen. Il y a une adaptation également de ce qu'elles peuvent faire. Donc là, je sais que ça fait beaucoup, on en parle et on a l'impression qu'on va dans tous les sens, mais c'est surtout pour montrer la complexité et les nuances qui font que la prise de décision n'est pas simple. Mais par contre, là, lui, heureusement que je lui ai donné le pouvoir de choisir. Oui. Parce que si c'était que moi, je pense que je me serais fait opérer, c'est ça le pire. Oui, mais oui. Non, mais j'entends bien. Moi aussi, quand je t'entends dire au départ, probablement. Ben, en vrai, moi, je pense que avec les connaissances que j'ai eues, je me serais fait opérer. Ouais. Et bah, visiblement, a posteriori, ça aurait pas été l'option la plus favorable, vu que dans 15 ans, j'aurais eu les conséquences de l'opération. Après, ce qui est intéressant dans ton cas, c'est que c'est une belle illustration de décision partagée. Parce que si la décision n'avait pas été partagée,
Et ben, il aurait fait ce que toi tu aurais fait, et donc il serait fait opérer. Partagé, c'est que finalement, bah, ça a tenu compte aussi, lui, de ce. Bah, c'est toujours pareil aussi, qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour aller mieux aussi, qu'est-ce que vous êtes prêt à supporter entre-temps. Hein, moi j'ai vu des gens avec des névralgies cervico-brachiales, où pareil, le chirurgien a dit bah, on attend dans la mesure où c'est supportable pour vous de vivre avec cette douleur-là, sachant ça a de bonnes chances d'évoluer favorablement. Mais en attendant, est-ce qu'il est OK? Parce que s'il y en a quelqu'un qui n'est pas du tout OK pour supporter cette douleur-là, qui du coup va s'emballer. Non, est-ce que c'est quelqu'un qui a vu un passé traumatique? Alors, Ou passé pas? traumatique avec les opérations, multiples fois opéré du croisé, il y a le tunnel, un OK. coup il était totalement OK. Il y vertical, avait quand même eu des chocs, oui. ouais, Oui. où il était pas chaud OK. pour l'opération. Hmm. Mais par exemple, j'ai eu un cas inverse où le patient avait beaucoup moins mal. Ouais, on Hmm. va attendre, en plus je dois partir en vacances, donc je vais pas t'opérer tout de suite. Syndrome Oui. lacuturale. OK. Voilà, Et voilà, oui. voilà. Et je l'ai occasionné. Et comment tu fais justement pour qu'un patient, est-ce que tu t'en préoccupes, ne parte pas avec l'idée. On imaginait un patient, on lui a fait le diag. Donc il dit je viens vous voir, mais je sais ce que j'ai. J'ai une myélopathie cervicale. Mais on m'a dit quand même que vous pourriez m'aider, machin. Et que euh, cette patiente, grâce à une prise en charge avec qui que ce soit, mais ça se passe bien, enfin va mieux, comment tu fais pour te prémunir du fait que cette patiente ne se mette pas à croire que bah, Monsieur Littré, il m'a soigné ma myélopathie cervicale? Comment tu expliques? Est-ce que c'est quelque chose enfin, dans ton explication, à un moment, Alors, comment tu les amènes à accepter, peut-être à accepter ça, mais que c'est pas grave? Enfin, je sais pas. Est-ce que tu peux me dire comment tu gères cette situation? attends, est-ce que tu peux préciser, parce qu'il y a l'impression qu'il y a plusieurs questions. La Bah, première je me dis, question, en fait, c'est, on me dit que j'ai une myélopathie cervicale. ouais, Donc je me dis, bah, c'est une patho, enfin c'est une patho, on a un voilà, problème. il y en a une. Voilà. Mais ça peut être juste une hernie postérieure. Une hernie postérieure, ça envoie une myélopathie Oui, cervicale. Donc en fait, voilà. Mais on va dire, c'est pas une hernie, c'est plutôt une un sténose, ouais. rétrécissement, voilà, une Ok. sténose. Je vais voir Monsieur Littré et du coup j'ai plus de symptômes et donc je me dis bah c'est bon, il m'a soigné ma sténose Ouais, mon cervicale. canal cervical étroit. Voilà, voilà, Alors, je sais que c'est sûr que mes patients ne peuvent pas avoir ça en tête. voilà, c'est ça que je voulais savoir. Parce Parce que tu que, les as amenés comment? Oui. parce que dans le Comment tu traitement, présentes les déjà, ils se choses? rendent compte que c'est pas moi qui agis. Et souvent, je leur dis que on va faire un travail d'équipe pour que vous sachiez gérer. Souvent, dans les fins de rééducation, surtout pour les problèmes de nerfs, parce que d'avoir des réminiscences ou comment dire, des douleurs qui réapparaissent pour des problèmes de Mhm. nerfs, c'est fréquent. Sans que ce soit grave, hein. Mhm. Moi, je leur dis bien, mais du coup, si, voilà, dans 10 mois, dans 10 ans, moi, je suis plus là, je suis ailleurs, vous avez les mêmes problèmes. Comment est-ce que vous feriez, vous, pour gérer? Qu'est-ce que vous diriez? En fait, pour voir, est-ce que, déjà, bim, catastrophisme, est-ce qu'ils se disent, ah, bah, je vais peut-être essayer de faire ce truc qu'on a fait? Une des réponses que j'attends. Ah, mais je vais vite consulter. Bref, j'essaie de jauger, doser ce qu'a compris le patient, ce qu'il a compris de ce qu'on a fait ensemble, Mhm. et aussi parfois anticiper le fait que ça peut amener à des douleurs plus tard. Mais ce qui va être intéressant d'observer, c'est oui les douleurs, mais surtout la fonction. Mhm. J'ai encore le cas en ce moment, j'avoue, je me rends compte que j'ai beaucoup de patients avec des problèmes de rachis, mais Bah j'adore. oui. Très bien. Un patient qui, donc patient opéré, rachis, dissectomie, pas de, pas d'arthrodèse, allait très bien, mais a eu énormément de douleurs lorsqu'il a changé de travail. On l'a mis chauffeur-livreur, resté assis pendant 7 heures. Il le savait. Il le savait que c'était Mhm. pas forcément les meilleures contraintes pour lui. Mhm. Énormément de douleurs, pas forcément de catastrophisme. Est venu en séance, on a trouvé vite une solution, qu'il a compris, qu'il a essayé Mhm. de mettre en place et il a bien vite vu. Même si il était entre deux, à se dire ah putain mes douleurs ça revient, etc. Sauf que il avait toute sa force. Oui, il y a une certaine sensibilité. Lui, là, dans les séances encore, du coup qu'on a repris, c'est lui remettre, et j'aime bien leur dire, je vous donne le pouvoir pour pouvoir gérer. Mhm. Rendez-vous compte que là, le mouvement que je vous fais, allez-y, essayez de vous le faire faire. Et dites-moi ce que ça donne, expérimentez des choses à la maison, et dites-moi ce que ça Mhm. donne, faites-moi un retour lorsqu'on se verra. Qu'ils expérimentent des choses avec leur corps pour qu'ils comprennent que moi, je suis juste un passeur d'idées, Mhm. entre guillemets, je suis un guide, je suis une recette de cuisine, mais en fait, la recette de cuisine, on peut l'adapter, et parfois, sûrement que tu auras raison parce que tu as mis un peu plus de sel.
Oui. Et en fait, c'est de tu inclus de l'éducation thérapeutique, quoi, Je sais même pas si dans. on peut l'appeler en ces termes, mais peut-être. Je ne sais pas non plus. Parce que oui, effectivement, il y a des théories autour de tout ça. Peut-être que c'est pas ça. Mais oui, c'est bien, ça répond à ma question. Voilà, c'est Ok, l'idée parfait. dans ton cheminement, il n'y a pas de doute possible. C'est-à-dire que quelqu'un ne pourrait pas dans ce contexte-là. Et c'est ça qui est très bien. Et c'est vrai que tu parlais tout à l'heure, nous on est ostéo, et effectivement, nous on est plus exposé à ça quand on a une approche plus, qu'on va décrire passive, sans la juger, hein. Mais c'est juste que, et c'est pour ça que moi, au fur et à mesure de la pratique qui évolue, je me suis mis à parler de plus en plus aux patients pour éviter d'être dans ce fantasme. Tiens, vu qu'il est passif et qu'en plus je fais quelque chose, qu'ils se mettent pas à dire voilà, c'est bon, j'ai plus mon truc, il me l'a enlevé. Voilà, on peut être dans des délires comme ça. Et donc, toi, dans ton setting clinique, c'est pas possible que ça arrive. Donc, c'est très bien. Bah, Parce que tu veilles, enfin, dans tout ce que tu fais, entre autres, présente cet avantage-là. Tu autonomises le patient, de ce que je vois. aussi parce Enfin, que, tu lui apprends, ouais. ouais, voilà, je lui apprends parce que je veux qu'il puisse faire. Ne serait-ce que parfois, dans les débuts de traitement, je veux qu'on teste, voir si Oui. on est sur les bonnes options pour lui. Mm. 3, alors si t'espères gérer des sténoses médulaires avec uniquement de la thérapie manuelle, c'est dommage, parce que c'est Mm. pas ça qui fonctionne le mieux. Mm. Donc j'ai envie de te dire, c'est une logique qui fait que jamais de la vie mes patients me prennent pour un go. Ils me remercient, ils sont contents, ils m'offrent des chocolats, des plantes, Ouais. mais souvent ils se rendent compte que en fait je suis juste allé piocher dans tes ressources. Mais tes ressources, Mm. regarde, tu peux aussi aller piocher dedans. Oui, c'est ça. C'est l'avantage. Moi, je trouve que c'est l'avantage d'avoir un raisonnement clinique qui est partagé aussi. C'est-à-dire de raisonner à voix haute avec le patient. Ouais, je le fais trop Ça, souvent. Je le fais exprès ben trop oui. souvent. Et moi, je trouve ça hyper bien. D'une part, ça leur explique ce que tu fais. D'autre part, ça leur rend accessible le truc. Ils apprennent quelque chose sur leur corps et le fonctionnement. Enfin, il y a une chose aussi, c'est que depuis le début, et moi je me retrouve bien parce qu'en clinique finalement, quand on prend la littérature, bah, c'est pas exactement ce qu'on vit en cabinet, mais donc qu'est-ce qu'on cherche finalement, c'est de la plausibilité. Alors Mhm. l'idée c'est pas de se cacher, parce que voilà, pareil, on va dire ouais c'est de la plausibilité, donc on peut se cacher parce que forcément on part en. Non, on est bien d'accord, hein, on est entre adultes consentants, enfin un peu raisonnable, mais finalement tout ce que tu as dit, c'est que tiens, s'il y a ça chez l'animal, tellement de fois, on a ça, on a toutes les études sur les populations asiatiques, dans des cas analogues et tout ça, finalement, ce que je retrouve là, c'est quand même très plausible que ce soit ça, ça se vérifie, et ainsi de suite. Mais néanmoins, et on peut même aller au-delà de la plausibilité, parce que dans ta vidéo, tu termines là-dessus, et je pense que nous, on pourra aussi terminer là-dessus, sur les études qu'ont fait une équipe française, et qui est très bien faite, sur l'ischémie transitoire. Est-ce que ce sont des chirurgiens ou des radiologues? Je me souviens plus. Tu peux nous parler de cette étude qui est plutôt assez récente, qui donne plutôt de l'espoir par rapport à tout Alors, il y ça. a une thèse d'un... Voilà. C'est une thèse en médecine, mais je crois que... Alors, je saurais plus te dire s'il est radiologue ou chir. Docteur Simon Lévy, c'était à Marseille, si je me trompe pas, qui a fait sa thèse sur les IRM 7 Tesla et en fait l'ischémie dans la moelle grâce à l'imagerie par tenseur de diffusion. Voilà. Pourquoi? Mhm. Voilà, voilà, c'est maintenant que je comprends, c'est Voilà. ça. Voilà en fait le lien entre toutes ces choses. Mais, Et pareil, c'était sur les myélopathies cervicales. Et donc et, ça parle de oui, perfusion de la moelle, ça parle de mieux catégoriser, mieux identifier, etc. Et par contre, je pense l'étude de français dont tu parles, c'est surtout les chirurgiens. Il me semble que c'était des chirurgiens de oui, c'est Nancy, mais ça. ça a été sur plusieurs centres, où pendant 5 ans, ils ont observé les résultats en comparant à la littérature, en comparant également à leurs pratiques et aux années antérieures, les résultats post-opératoires quand ils utilisent des IRM dynamiques pour des Mhm. patients qui vont se faire opérer de myélopathie cervicale. Et ce qui est génial, c'est que bah, ils se rendent bien compte qu'il y a de meilleurs résultats, ils arrivent à mieux traiter. Le signe d'ischémie de moelle, c'était des hypersignales en T2, des Ok, hypersignales intramédulaires. Et ça, ok, c'est un signe d'ischémie médulaire. ok. Et ça, c'est selon Et le grade de mule. Donc en deux fait, mules, c'est ça. C'est exprès, ça. il y a ce petit recoupe exprès qui montre que, bah, en fait, même pour de la chirurgie, si tu veux être plus efficace, normalement, ça nécessiterait d'utiliser ces outils. Mais moi, j'ai même envie de mettre un pont. Peut-être c'est prétentieux, mais en fait, avant même chaque opération, est-ce qu'il faudrait pas peut-être envoyer vers quelqu'un qui sait évaluer un patient? Pareil, tu vas envoyer pour un syndrome carpien. Est-ce qu'il vaudrait pas d'abord le coup de d'envoyer chez un thérapeute qui sait faire un bilan neuro, se rendre compte, est-ce que c'est une radiculopathie cervicale? Est-ce Mhm. que c'est une atteinte métabolique?
Parce que si tu te fais opérer du canal carpien alors qu'en fait, t'as juste du diabète, c'est cool, hein, ça va rien changer. Et ça, c'est des patients que j'ai au cabinet, hein, également. Donc moi, je me dis, est-ce on peut pas justement faire un pont et faire un pied d'appel à ces chirurgiens pour se rendre compte que les gars, regardez, on n'est pas que des masseurs, on n'est pas que des gens qui vont faire des exercices et vont flamber vos patients. On a aussi l'intelligence de savoir évaluer les patients dans certaines positions, comme vous, même si c'est pas tout le monde qui est formé à ça. Peut-être progresser déjà par un petit groupe, ça peut être intéressant pour changer les choses. Mhm. Et c'est vrai que ça revient, c'est souvent le cas en dehors des urgences vitales, c'est finalement de garder la chirurgie comme dernier recours, c'est-à-dire Mm. et peut-être d'essayer tous les traitements conservatifs ou conservateurs Conservateur, avant. ouais. Et là, on le fait pas assez, apparemment. On pourrait éviter de la chirurgie et tous les inconvénients, Mm. effectivement. Et donc cette étude, Et moi je ça, la cette trouve étude, géniale parce que elle est vraiment hyper intéressante. ah oui, Est-ce que tu peux redire, donc cette étude française, donc c'était chirurgiens, ils font de l'IRM par tenseur de diffusion, c'est de non, l'IRM, non, non, ça, non, ça c'est de c'était l'IRM dynamique. ouais, IRM Ouais, dynamique, ouais. ils font et eux, ce qu'ils ont trouvé, c'est que euh, l'intérêt de faire une IRM dynamique, c'est du coup, ça leur permet de beaucoup mieux Catégoriser. voilà, catégoriser. Finalement, ce qu'on rejoignait tout à l'heure, le principe, c'est toujours sous-grouper, c'est-à-dire plus précisément. Après, il y a une limite, mais mieux on arrive à identifier le problème et de pas en rester juste à la manifestation clinique, mais à essayer de voir quels sont les mécanismes causaux derrière. Et plus on pourra faire une intervention adaptée. Intervention, ça peut être des exercices, des manips, de la chirurgie. Mais finalement, ça revient toujours au même. Donc eux, c'est clair, il y avait vraiment un bénéfice net Un à bénéfice identifier sur les d'abord. résultats, mais aussi beaucoup moins de complications quand on compare à la prévalence des potentiels problèmes après les opérations de myelopathie. Donc en fait, clairement, là, ils ont... En fait, j'ai envie de te dire que c'est l'étude, la cerise sur le gâteau Oui, de la présentation qui montre que, regardez, en fait, depuis le début, j'étais en fait en train de vous introduire cette étude qui est oui. incroyable quand je suis tombé dessus. Alors j'étais tombé dessus, j'avais eu le préprint. Hmm. Je l'ai trouvé incroyable. En fait, je me suis dit, putain, enfin, là pour le coup, c'était mon Graal dans Oui. mon domaine, quelque chose qui vient me valider. Et pourtant, techniquement, c'était pas des physios qui faisaient des bilans neuro. Non, c'est des gens qui réfléchissent comme moi entre guillemets, qui ont eu les sous et le temps de faire quelque chose. Hmm. Donc ça validait quelque chose. Ça validait le fait que j'étais pas fou et que c'était un phénomène qui existe vraiment. Et, et que donc, c'était pas bonnet blanc et blanc bonnet, si on voulait dire. Mm. Pardon, je comprends, mais c'était un truc que je voulais Pas placer, j'ai pas mal, réussi à le pas placer. mal, pas mal. J'aime Mais, beaucoup. Tu le et, gardes, ça. Hein. ouais, je le garde et je couperai après. Mais Brian, juste cette étude, parce que tu en parles, mais moi je me mets à la place de l'auditeur là. Est-ce que tu peux me redire, qu'est-ce qu'ils ont fait concrètement? Ils se sont dit, tiens, on va faire une IRM dynamique pour identifier où se localise le problème et donc intervenir au bon endroit. Est-ce que tu peux me redire C'était est-ce que tu peux... 61 patients qui étaient éligibles à une opération pour une myopathie cervicale. Mhm, Ces 61 patients ont été mis dans les IRM et mhm. ont eu des séquences dans 3 positions différentes, flexion, extension, neutre. Ça c'est bon. Oui, Au niveau cervical, il y a 5 niveaux qui ont été évalués. C'est de C3, C3, C4, blablabla, t'as mhm, compris. Et ils ont analysé le grade de mule selon la position oui, et l'hypersignal intramédulaire selon la position également et selon les séquences. Ça c'est ok, oui, c'est clair. oui, Ils se très sont clair. rendus compte que clairement le grade de mule et l'hypersignal étaient différents selon les positions, selon les patients. Oui, Mais parfois on retrouvait aussi surtout plusieurs étages atteints chez certains patients plutôt que d'autres. oui, oui. Et ça, du coup, ça les a amenés à mieux planifier l'opération en se disant, bon, bah, on se rend compte que pour les myélopathies, globalement, quand tu attaques 2 niveaux plutôt qu'un seul, tu as de meilleurs résultats. Donc, on va attaquer les 2 niveaux, mais le niveau qui est dynamiquement atteint. Ok, Est-ce que c'est très clair? bien. Oui, c'est clair, là, du coup, c'est clair. Oui. En plus, ils se sont rendus compte que selon flexion, extension, neutre, tu avais certains schémas de mobilité vertébrale qui a amené à sous-grouper également le syphotique, le sigmoïde, le straight ou le Mhm, lordotique. Et ils se sont rendus compte que déjà, ça, c'était des patients, un, qui avaient
plus tendance à avoir tel type de problème et aussi qui pouvaient bénéficier d'une voie d'abord différente selon le sous-groupe. Ok, Donc en fait, je je suis en train de vois. te dire que vraiment là, ils identifiaient, catégorisaient assez bien le patient pour planifier au mieux comment est-ce qu'ils allaient pouvoir traiter ça. Voilà. Et Et ce sont bah, des résultat, informations que voilà, ils pouvaient obtenir que en faisant une IRM dynamique. C'est tout l'intérêt. ouais, en Ils gros, n'auraient pas pu une obtenir vraie cette information intellectualisation différemment. des soins. Oui, Et mais oui. bah, très bon, très bon, voire excellent résultat, très peu de complications, voire aucune. Mm, Et là, mm, c'est comparativement aux autres données de la littérature, et ça, c'est moi qui le compare aux autres données de la littérature. Eux, ils ont juste fait ouais. cette étude comme ça, carré. Et Et surtout, un ouais, truc qui est important, aucun patient ne s'est dégradé, alors que c'était des patients éligibles pour la chirurgie, donc des niveaux oui, avancés. Aucun ça, patient ne s'est dégradé quand on a mis dans l'IRM dans plusieurs positions de tête. Donc en fait, mm, là, je trouve que cette étude est incroyable parce qu'elle montre que c'est possible, c'est oui. fait. Il y en a certains qui le réfléchissent. Incroyable. Et on a des données sur la sécurité des manœuvres et tout ça pour les faire. Et en plus, ce qui est top, c'est que tout ça ne présente pas un coût supérieur. C'est-à-dire, Bon. ça ne demande pas des appareils de la NASA qu'on peut obtenir. Il n'y en a que deux en France, quoi. C'est ça qui est dingue. Ouais. Donc, à coût égal, pratiquement, Bénéfice non seulement bien c'est plus gratos. important. Mais oui. Et donc, cette étude, je la mettrai en description. C'est le premier auteur, tu sais, c'est l'étude de. Prost. Docteur Prost, Docteur Farah, Tokar, Mansouri, Blondel, Fuentes. Et le Ok. nom d'étude, c'est apport de l'IRM cervical dynamique dans la planification chirurgicale des myélopathies cervico-arthrosiques. Taux de révision et résultats cliniques à 5 ans post-opératoire. Et Voilà. ça a Et été donc, ouais. publié en avril 2023. Et je sais qu'en mars, j'avais déjà eu le préprint. Et donc là, on pourrait faire quelque chose d'analogue avec, plutôt que IRM dynamique, on mettrait bilan neuro dynamique. Ouais. Bah, il faudrait que Enfin, que ce serait. que je puisse faire cette étude. Non, mais je dis ça dans un monde. Voilà, c'est pourquoi. Ouais. Et Brian, justement, parce qu'il y a un truc qu'on n'a pas évoqué, c'est par contre le bilan neuro. euh, Tu parlais de dynamique, mais aussi debout ou Bah, quand je mets dynamique, couché. ça rentre en compte. Ça inclut ça. C'est Ça pas rentre en compte. simplement faire de la fonction. Voilà. Oui. Brian, il y avait une question qui est importante que tu avais soulevée quand on avait préparé. C'est que justement, c'est pas parce que là on a parlé de l'alimentation artérielle avec les capillaires dans les nerfs, donc les vasas nervorum, Ouais. que c'est pour autant un problème artériel. Ouais, non, parce que déjà, ça nécessite des explorations différentes et des traitements différents. Si on parle de problèmes artériels, parmi les traitements artériels ou veineux, parmi les Mhm. traitements, Vasculaire, quoi, oui. ouais, on imagine des anticoagulants, Mm. on imagine des antihypertenseurs, on Mm. imagine des stents, des opérations faites par un chirurgien vasculaire. Là, quand on parlait de vascularisation du nerf, le vasa nervorum, c'est un neurochirurgien au final. Et Mm. c'est un système d'irrigation différent. Alors quand je dis différent, oui, tout vient du cœur. Ok, Mm. cool, on Mm. est tous d'accord. Par contre, ça vient des artères radiculaires, ça vient pas de l'artère brachiale. Même si tu as certaines Mm. perforantes qui peuvent aller nourrir le nerf, si demain tu as zéro artère brachiale, ton nerf il va toujours fonctionner. Eh Et ben, tu ça, vois, oui, c'était l'occasion de préciser ça. C'est très bien. C'est c'est très bien de le dire, effectivement, que ce sont des artères radiculaires. C'est des artères qui viennent du rachis, en fait. C'est ouais. pas des artères qui viennent de. Ok. Alors comme je t'ai dit, ça peut quand même venir nourrir le nerf, mais Mm. là, si on prend justement la personne qui est dans la vidéo et qui dit que mais c'est un problème vasculaire de nerf, c'est pas un problème de nerf, c'est un faux problème, Mais c'est un problème de nerf. de Un problème nerfs, de c'est ça. compression de nerf, c'est juste qu'on observe que la vascularisation du nerf, c'est la porte d'entrée d'une neuropathie qui peut être modifiable, réversible. Je sais pas si Mhm. comme ça c'était clair, mais en tout cas, c'est comme ça que j'essaie de l'expliquer au mieux. Et pour ceux qui veulent le comprendre, les études en lien font très 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 nettement la distinction entre un système vasculaire, artère iliaque, artère fémorale, hein, et le système nerveux. Et sauf que le système nerveux comprend son système d'irrigation vasa nervorum. Oui. Mhm. C'est une précision hyper importante à faire. Oui. Pour moi, c'était important, ouais, de le comprendre. Oui. Et bah Brian, merci. Je voulais te remercier parce que vraiment, c'était. Enfin, pour moi, du coup.
La vidéo plus ça, je commence à voir plus clair sur le message que tu veux faire passer et sur l'intérêt clinique et tout ça. Bah, qu'est-ce que toi t'as Euh, compris dans ce cas? Raconte-nous, toi en tant ah, que c'est maître bien qu'il y ait des Gabuti. double check, voilà. Euh, Qu'est-ce que j'ai compris? Donc j'ai compris, si je veux partir de la fin, donc là déjà, un problème vasculaire, c'est un problème qui s'améliore avec un traitement vasculaire. Donc, si c'est de la chire, c'est un chire vasculaire. Si c'est un médicament, c'est un médicament vasodilatateur. Et donc, et on revient sur des myélopathies cervicales, ça va pas s'améliorer avec des bêta-bloquants et ainsi de suite. Et bon, bref. Donc, ça, c'est bien. Donc, première chose. Donc, déjà, on est sur un problème de nerfs. L'idée, c'est sur des problèmes de nerfs réversibles. Donc, la réversibilité, elle est liée au fait qu'un nerf tolère très mal une hypoxie, même transitoire, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de sang, un peu comme le cerveau, quoi. Il a besoin de sang tout le temps et d'oxygène tout le temps, et il vit très mal quand il en a moins ou pas assez. Et donc, il y a ça peut être des positions, ça peut être des situations dans la colonne qui mettent sous contrainte, qui sollicitent un peu ce système nerveux, que ce soit au niveau de la moelle ou au niveau périphérique, et que un des premiers, les problèmes qu'on observe nous cliniquement, c'est quoi? C'est de la perte de fonction. Et Ouais. donc, on distingue déjà la douleur de la perte de fonction, sachant qu'en plus, naturellement, on aurait tendance à prendre, enfin moi, à prendre la mauvaise voie parce que les patients se plaignent beaucoup de la douleur. Et la douleur, c'est impressionnant. Quelqu'un qui a une pyélonéphrite, il a mal, je veux dire, vas-y. Et, et donc, l'idée, c'est. Mais en fait, finalement, la douleur, c'est un truc et c'est important de s'en occuper. Mais cela dit, il y a un élément hyper important qui va vraiment nous renseigner sur l'état du nerf, sur l'évolution d'une fois sur l'autre, c'est la fonction. Et donc, Mhm. la fonction, c'est motrice et sensitive, les grosses fibres, les petites fibres. Et, enfin, voilà. Et que donc, euh, donc, ce que tu as souligné, c'est l'intérêt de, c'est-à-dire que ça n'a pas de sens de faire un bilan neuro juste parce qu'on a le patient, il est là, il est allongé, et tiens, est-ce que vous sentez quand je fais ça, et quand je mets du chaud, et quand je passe le truc, et tout ça. Ça n'a pas de sens dans la mesure où, dans la vie quotidienne, il peut très bien avoir des symptômes que dans certaines positions. Et que du coup, ce qui peut être trompeur, c'est que tu peux faire un très bon bilan neuro allongé Mhm. chez un patient qui n'a des symptômes que dans une certaine position du dos. Donc forcément, on va dire, mais votre bilan neuro est normal, donc tout va bien, on passe à autre chose. Donc l'intérêt, c'est de compléter de contextualiser son bilan neuro et Mhm. d'aller chercher, tiens, est-ce qu'on n'aurait pas un paramètre d'extension cervicale ou quoi qui en plus va modifier, va nous permettre en fait de mettre en évidence que le nerf souffre quelque part ou que le système nerveux souffre quelque part. Bah, c'est parfait si Euh, t'as compris ça. ok, ça m'a fait penser à un autre truc en disant ça. Oui, c'est un truc que tu avais dit et que tu n'as pas redit là. Et juste parce que ça fait en annexe, si je voulais dire de ce que j'ai retenu aussi. Et Ouais. parce que moi, en tant que clinicien, c'est quelque chose qui me parle et que je ne savais pas, c'est que beaucoup de myélopathies cervicales, leur premier symptôme, c'est des problèmes de membrane. Ouais. Alors que, voilà, moi, dans ce que j'ai appris, membrane, canal lombaire, au pire, voilà, est-ce que vous avez des problèmes, comment ça se passe quand vous urinez et tout ça. Et en fait, non, myélopathie cervicale aussi, un des premiers symptômes, c'est des plaintes dans les membranes. Ouais, des sciatalgies ou des pertes de force. Quels sont les signes d'appel quand je me parle de mes membres inférieurs qui disent là, oh là là, je vais quand même aller voir. Qu'est-ce qu'ils pourraient dire? C'est que ce soit d'un côté puis de l'autre, des deux. Est-ce qu'il y a Déjà, des petites choses qui te si tu me disent dis les plus deux côtés, particulièrement? si tu me dis les deux côtés, je vais regarder. Ouais, Si le bilan en charge est peu clair, alors il y a quelque chose, mais pas sûr, ouais, mais c'est vraiment par exemple, le cas de William. ouais, Alors, par contre, le signe numéro un, c'est si tu as des drop attacks. ok. Si tes jambes elles font Windows 98 du jour au lendemain, les données de la littérature me permettent de me dire, Ouais. on va aller, Même si c'est les jambes, on va aller voir on va la aller région explorer. cervicale. S'il y Ouais. a des signes centraux, je vais Mhm. aller explorer aussi en plus. Si tu as des antécédents de chute cervicale, Ouais, de traumas le cervicaux. Ok. contexte Ok. peut m'orienter. Et ça, tu vois, c'était un truc que tu m'avais dit quand on l'avait préparé. Donc c'est ça. C'est le voilà. Et je trouve ça intéressant parce que l'idée, c'est le podcast, c'est la prochaine. Enfin, il y a une série, je sais pas si c'est la prochaine, ça dépend quand on enregistre et tout ça. Il y a une série que je vais faire ou que j'ai fait, enfin, en tout cas, qui est enregistrée sur
l'enseignement, ça se traduise concrètement par une amélioration de nos pratiques. Et donc c'est le point que tu as soulevé là, je trouvais ça hyper important. Très bien, Brian. Ben, je voulais te remercier vraiment encore. On peut se dire à la prochaine, Bah, c'est sûr, ouais. avec plaisir quand on a quelque chose à dire. Ouais, quand je suis intéressant, si je suis pas intéressant, à la prochaine juste pour boire un verre.